Le Cercle RH, notre débat sous forme de grand entretien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au vieillissement. Alors vous allez me dire, mais tiens, quel est le rapport avec les RH? Mais si, il y en a, parce qu'il y a évidemment tous ces salariés cadres qui, à 55 ans, on leur dit ils sont trop vieux, et l'entreprise, évidemment, s'en sépare. Et puis on va s'intéresser aussi à un débat de société, c'est l'âge après la retraite. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une rupture? Comment on vit ce moment un peu particulier? Et puis on parlera aussi, évidemment, de la relation qu'on entretient avec nos aînés, avec les vieux, parfois on le dit de manière un peu péjorative, et on en parle avec Audrey Dufeu. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de La République En Marche de Loire-Atlantique. Vous avez été élue dans la précédente législature, vice-présidente de la Commission des Affaires sociales et auteur, et c'est la raison aussi pour laquelle nous vous invitons, de ce livre coécrit avec Gilles Berru, qui est médecin, professeur et qui dirige un pôle de gérontologie au CHU de Nantes, si je ne m'abuse. Tout à fait. Le vieillissement à la croisée des projets, édition du CERF. D'abord, un petit mot sur vous, parce que dans l'hémicycle, lorsque vous posez une question, que vous défendez un amendement, on a très peu l'occasion de dire qui on est. On défend son texte. Dans votre parcours, c'est très intéressant. Avant la politique, vous étiez déjà, j'allais dire, embarqué sur ces sujets liés au vieillissement, liés à l'âge, aux préjugés. Vous étiez infirmière. Et j'ai même vu que vous aviez travaillé dans un service d'oncologie ou d'hématologie. Bref, le rapport à l'humain, en fait, c'est de ça dont il est question dans vos travaux-là. C'est de cela et c'est marrant parce que vous avez dit, lors d'un amendement, on ne dit pas qui on est. Moi, ce que je me suis forcée à faire, et en même temps je l'ai fait de manière naturelle, c'est que j'ai essayé d'avoir un fil conducteur dans mon engagement politique et que les amendements que je porte à l'Assemblée nationale aient une résonance avec ce que je portais avant et en auront probablement aussi avec ce que je porterai après mon engagement politique. Alors, ce livre, il est important parce que, encore une fois, d'abord, je suis très heureux qu'une députée prenne le temps pendant 25 minutes d'expliquer son travail et son action. C'est rare les députés qui font des livres politiques parfois, mais là c'est un livre de fond que j'ai observé avec beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce professeur de médecine, professeur Berru? Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce livre? C'était quoi l'esprit? Eh bien, on a voulu, je pense, dire deux choses essentielles. Tout d'abord, c'est vrai, c'est pas un livre politique, mais c'est un combat humaniste, c'est-à-dire qu'on veut dénoncer l'agisme, les discriminations liées à l'âge, tout au long de la vie. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il faut les combattre? Comment est-ce qu'on les identifie? Et puis surtout, on fait des propositions. C'est bien joli de dénoncer, mais encore faut-il proposer un autre modèle, et c'est toute la vision que nous portons, que nous avons détaillée dans cet ouvrage. On va s'intéresser aux propositions parce qu'il y a plein de sujets qui sont sur la table et qui touchent évidemment à la Commission des finances et à Bercy, parce qu'il y a la question du financement. On se souvient de cette journée fériée, mais qui était censée, et qui est censé d'ailleurs financer une partie de cette politique de vieillesse. Mais le diagnostic, c'est quoi? C'est quoi l'agisme? Qu'est-ce qu'on appelle l'agisme? Alors l'agisme est un concept qui est apparu outre-Atlantique dans les années 1960-1970. C'était le sociologue Butler qui le portait, qui l'a défini de manière assez simple. Ce sont les discriminations liées à l'âge, liées aux critères simples de l'âge. Alors on pourrait les penser sur le volet jeunesse, parce qu'il y a aussi des discriminations à l'égard des jeunes. Nous, dans le livre, on a souhaité se concentrer uniquement sur les discriminations à l'égard des personnes qui avancent en âge et donc qui vieillissent davantage. Alors, restons un instant sur l'agisme, parce que s'il y a des choses très très concrètes, les 50-64 ans, dans la part des actifs, est inférieure de 7 points, par exemple, à la moyenne européenne. La France a cette fâcheuse tendance, les entreprises, à se délester de leur cadre qu'ils considèrent trop vieux. Oui, vous le confirmez? très clairement. Oui, je le confirme. La première discrimination à l'embauche, c'est l'âge, bien avant l'origine ethnique ou le sexe. L'âge est vraiment une discrimination identifiée. De nombreux rapports le citent, et j'ai eu de nombreux témoignages, c'est ce que j'ai retranscrit dans l'ouvrage. L'âge est une discrimination, c'est évident. Et le problème avec cette discrimination, c'est qu'elle est souvent silencieuse, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais verbalisée. Et le problème aussi, c'est qu'elle est souvent peu conscientisée par les personnes qui la subissent. Et c'est toujours difficile de lutter une discrimination quand soi-même on n'en est pas conscient. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité écrire cet ouvrage, pour que les gens prennent conscience de cet état de fait et puis puissent le dénoncer par la suite. Alors, vous tordez le cou à pas mal de choses dans votre livre. Cette idée comme ça que tous les Françaises et Françaises vivent, c'est de se dire, on entend parfois, vivement le jour de la retraite, qui est comme ça une sorte de moment de bascule, comme si on franchissait un col et qu'on basculait dans un autre versant.
vous ne le dites pas comme ça, vous dites, mais non, on peut continuer dans votre livre avec des exemples très concrets d'hommes, de femmes, d'hommes qui, je crois, à 85 ans, le Covid l'a empêché de continuer, je ne sais plus quel est son prénom, mais qui est médiateur familial et juridique, me semble-t-il. Pierre. Pierre. Pourquoi vous avez voulu montrer ces exemples-là? Parce qu'on peut vous dire, mais écoutez, à 85 ans, c'est le moment du repos, c'est la retraite. Vous dites, pas pour tout le monde. Non, en fait, quand les gens disent vivement la retraite, c'est assez juste, parfois on le pense, mais c'est souvent parce que c'est signe aussi d'un malaise, une perte de sens dans sa vie professionnelle. Et la difficulté en France, c'est qu'on est très centré sur la performance économique, la performance au travail. On condense sur 15 années de vie. En gros, c'est de 30 à 45 ans, il faut tout réussir. Il faut être un bon parent, un bon père de famille, une bonne mère de famille. Il faut réussir sa vie de couple, il faut réussir sa vie professionnelle, il faut faire du sport, etc. Et donc, on a des injonctions. Fruits et légumes. Et manger 5 fruits et légumes pour bien vieillir en plus. Voilà, c'est super. Parce qu'on veut s'assurer qu'en vieillissant, on reste jeune bien souvent, malheureusement. Et donc, toutes ces injonctions à la performance fait qu'en fait, ça renforce la peur de vieillir. Et c'est pour ça qu'on... Et donc, c'est un moment qu'on craint. C'est un moment qu'on craint. C'est un moment aussi, dès lors qu'on signe son départ à la retraite, on a l'impression d'être clairement... petite mort. Oui, en tout cas, d'être des personnes mises à la marge de la société. Et j'ai voulu mettre avec le professeur Beru à l'honneur dans ce livre toutes ces personnes qui ont investi leur temps de retraite, parce qu'il faut savoir que maintenant, quand on part à la retraite, on a entre 20 et 30 ans de vie à réaliser, à s'épanouir. Avant, il y avait quelques années seulement. Ce qui fait que pendant des années, on a associé la sémantique personne âgée et personne retraitée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que dès lors qu'on est en retraite, ça y est, on est une personne âgée avec une perte d'autonomie importante, ce qui est totalement faux. 95% des personnes ne sont pas en EHPAD et 80% d'entre elles sont en très bonne santé. Et donc, c'est ça la voie à travailler pour la suite. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre en valeur ces personnes qui vieillissent? Et puis, comment surtout, on peut réconcilier les générations. Ce que j'ai trouvé passionnant dans votre livre, c'est une anecdote, mais c'est important de le préciser, c'est les définitions du Larousse, enfin des dictionnaires que vous avez retrouvés au 19e, qui donnent une définition de vieux, et puis au 21e siècle, on voit que c'est très différent, parce qu'au 19e, c'est transmission, c'est culture, c'est savoir, ce sont des éléments très positifs, et reconnaissons-le aujourd'hui, par nos sociétés qui se sont accélérées, par le manque de temps, nos vieux, on ne les regarde plus pareil. Il y a une forme, pas de mépris, mais un peu d'abandon. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aussi? Oui, il y a une sorte de dictature de l'urgence. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de temps de vie long. Et en même temps, on n'a jamais eu l'impression d'en manquer autant. Et c'est ça qui doit vraiment nous questionner. Qu'est-ce que c'est vieillir? Qu'est-ce que c'est avancer en âge? Comment est-ce qu'on se réalise? Dans le livre, vous l'avez peut-être vu, je parle du 5e savoir fondamental. À l'école, il y a 4 savoirs. C'est lire, écrire, compter et respecter autrui. Et moi, je crois beaucoup dans ce 5e savoir qui serait se respecter soi, prendre soin de soi tout au long de la vie. Et ça se travaille dès la tendre enfance pour que le vieillissement, ça se prépare à chaque étape de la vie. Ça, c'est un diagnostic. Il y a un rapport à nos anciens et à nos vieux un peu différent. On le voit d'ailleurs avec le débat sur les EHPAD, qui est un autre sujet qui a été soulevé pendant le Covid, puisque certaines familles se sont inquiétées de normes trop restrictives pour protéger nos aînés. Et ces normes, en fait, les empêchaient de pouvoir avoir des relations humaines affectueuses avec des petits-enfants, avec leurs enfants. Comment vous l'avez vécu ce moment, vous qui vous intéressez à cet âge, au grand âge? Est-ce qu'il fallait en faire autant? Parce que certains disaient, mais moi je veux voir ma fille, j'en ai besoin. Alors déjà, ça a été une révélation de quelque chose qui préexistait déjà avant. Moi, j'étais heureuse de voir pendant le Covid que autant de familles voulaient voir leurs personnes âgées, leurs proches en EHPAD. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup aussi de personnes isolées qui ne reçoivent jamais de visite en EHPAD, à domicile aussi d'ailleurs. Donc ça, cette prise de conscience sur cette volonté d'accompagner son proche qui vieillit, j'ai trouvé ça plutôt positif. En revanche, j'ai trouvé ça absolument terrible de couper justement ce lien social pour les personnes dans ces établissements qui accueillent des personnes âgées, ce qui pose la question aussi dans le libre choix. Comment et pourquoi est-ce qu'on accepterait que dans un EHPAD, dès lors qu'on rentre dans un EHPAD, on ne soit plus maître de ses choix de vie, de qui on voit et quels risques on prend. Et donc, ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Les règles étaient draconiennes. Ça a été très draconien. Et on n'a pas laissé les personnes choisir pour elles-mêmes. Et c'est ça qui questionne. Et ça, c'est de l'agisme. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on a un certain âge et qu'on est dans un établissement, on ne serait bizarrement moins apte à choisir ses choix de vie. On perdrait en autonomie et en choix.
On perd en autonomie, on perd en choix, alors qu'au contraire, ça doit être, je pense, une affirmation plus forte parce qu'il y a l'expérience, le vécu et toute l'histoire de vie qui fait que on connaît la vie. Audrey Dufeu, avec un travail aussi approfondi sur cette question du vieillissement, notre population vieillit, mais on vit de plus en plus tard. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est vrai que dans les années 80, on avait quelques années de vie après la retraite. Aujourd'hui, on a 20 ans, 30 ans. La question est posée évidemment sur l'état de santé dans lequel on va continuer évidemment à vivre cette période, cette dernière période de la vie. Et puis, il y a un débat politique qui est posé, puisque votre titre, c'est votre titre, au croisement des projets. C'est quoi les projets qui s'affrontent ou qui se croisent sur cette question du vieillissement? Parce que finalement, on est au carrefour et on est dans une campagne présidentielle. Bien, est-ce qu'on continue comme ça, sans rien changer? Est-ce qu'on continue dès lors qu'il y a un problème? Là, on parle du Covid, mais il y a eu aussi la canicule en 2003. Vous avez parlé de la journée de solidarité, le fameux jour férié pour financer une partie de la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie. Est-ce qu'on continue comme ça à mettre le couvercle sur une marmite qui crame, qui brûle, ou alors au contraire, est-ce qu'on change de modèle? Et nous, avec le professeur Berru, on a voulu proposer une autre voie qui serait d'inclure véritablement les personnes âgées dans notre vie de tous les jours. On parle de la territorialisation du grand âge, c'est-à-dire que les politiques du vieillissement, à mon sens, ne doivent plus être portées par le ministère de la Santé, mais bien par quelque chose d'interministériel et de décentralisé dans les territoires, mais aussi qui soit un portefeuille de l'ensemble des cabinets ministériels. Vieillir n'est pas une maladie. Vieillir, c'est se mouvoir. Donc, le ministère des Transports devrait avoir une compétence spécifique sur le vieillissement de demain, parce qu'il faut savoir que le nombre de personnes âgées va passer de 1 sur 5 à 1 sur 3 dans quelques années. Donc, il faut bien adapter notre ville, c'est revoir l'urbanisation. Vous parliez de l'accompagnement des seniors au travail, ça veut dire que le ministère du Travail doit avoir aussi une compétence spécifique sur ça. Par exemple, Sophie Cluzel, elle est secrétaire d'État pour les personnes handicapées, elle est rattachée au Premier ministre. Brigitte Bourguignon, secrétaire d'État à l'autonomie, est rattachée à la santé. Donc ça signe bien que vieillir sous-entendrait qu'on n'a pas les mêmes droits et ça, je souhaite le combattre. Mais sans vous emmener sur un débat politique, c'est pas le sujet évidemment de votre venue, mais se pose quand même un débat sur l'âge de la retraite. Votre philosophie, je ne parle pas de votre position politique à l'égard de votre groupe, mais votre philosophie, c'est finalement de dire, quand on voit Pierre qui travaille jusqu'à 85 ans, il y a d'autres exemples dans votre livre de personnes qui sont très épanouies et qui travaillent. Vous nous dites quoi? Laissons l'être humain libre aussi de ses choix, d'avoir envie de ne plus travailler, mais aussi d'avoir envie de travailler. Oui, vraiment, le libre choix, c'est un fil conducteur de l'ouvrage. C'est extrêmement important. Oui, la barrière d'âge en soi, elle pourra être évolutive, mais encore faut-il régler la question de l'agisme au travail. Là, il y a trop de décalage entre l'âge légal de la retraite et le moment où on part. Et ce qu'on accepte en entreprise. Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est-à-dire que si c'est pour avoir des personnes qui soient obligées d'aller à Pôle emploi parce qu'elles sont mises sur le bord de la touche, ou alors des discriminations assez terribles. J'ai une dame qui me racontait dans la fonction publique territoriale, dès lors qu'elle a annoncé la date de son départ à retraite, elle avait 65 ans, elle a fait 3 ans de RAB. Eh bien, les 2 mois qui ont précédé son départ, elle n'était plus mise en copie des mails. Et son chef de service attendait qu'elle termine sa journée pour aller parler à la remplaçante qui était en formation avec elle. Mais vous voyez, ça, c'est des discriminations du quotidien. Mais je pense que ce n'est pas un cas isolé. C'est vraiment le regard que l'on porte sur la personne qui vieillit. Et ça, c'est vraiment le regard sociétal qui nous faut changer. De manière individuelle, au niveau de l'entourage et au niveau des politiques publiques également. L'école, vous le disiez, c'est un levier. Dès le plus jeune âge, il faut prendre soin de soi, évidemment, pour penser, pour se projeter un tout petit peu. Évidemment, quand on est jeune, on ne se projette pas, mais il faut commencer à y penser. L'enjeu, c'est s'accepter tout au long de la vie, quel que soit son âge, et c'est préparer justement à la prévention du vieillissement. Si on ne veut pas voir qu'on vieillit, on ne va pas adapter son domicile. On va prendre peut-être des risques et puis attendre la dernière minute. Vous le disiez très justement. Les salles de bain, les escaliers. Les salles de bain, les escaliers, et puis aussi la notion cognitive des
pertes de mémoire. C'est-à-dire qu'on pense souvent au handicap physique, mais il y a aussi le handicap cognitif. Et proportionnellement, les post-it collés partout. Le nombre de personnes vieillissantes va augmenter et donc proportionnellement aussi la pathologie cognitive de type Alzheimer va aussi augmenter. Et ça, il faut nous préparer. Mais vous êtes forcément, là je m'adresse à la vice-présidente de la Commission des affaires sociales, il y a une réflexion globale tout de même sur le financement et la prise en charge, puisque pour le dire abruptement, nombre de familles aujourd'hui, et je pense que vous devez les rencontrer dans vos circonscriptions respectives, c'est, vous dites, je ne peux pas. J'ai pas les moyens de payer, c'est trop cher. Une maison de retraite, établissement spécialisé, un EHPAD, c'est 3 000, 4 000, 5 000. C'est pas possible pour certaines familles. Comment on réinvente, comment on réécrit cette politique, je dirais, familiale et non pas de vieillissement? Déjà, plus des 3/4 des Français, c'est 90% des Français veulent vieillir à la maison. Donc déjà, l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner la transformation domiciliaire. C'est ce que le budget de la sécurité sociale là fait cette année. Brigitte Bourguignon a beaucoup travaillé sur les aides à domicile, ça c'est important. Mais évidemment, il faudra aller plus loin parce qu'il va falloir aménager l'ensemble de nos politiques publiques. La question du financement est une bonne question, mais je crois que les Français doivent aussi se préparer. Et qu'est-ce que chacun est prêt individuellement à faire sur le volet du financement pour que nous ayons une meilleure offre du vieillissement. Je vous renvoie la balle. Bien sûr que chaque Français doit s'interroger aussi sur la place que doit occuper un proche, un père, une mère vieillissant ou vieillissante. Mais souvent, les citoyens disent mais c'est au pouvoir public de réfléchir à cette question. Quelles sont les options que vous avez sur la table aujourd'hui pour essayer de tenter de réformer ou de commencer à financer cette question? Parce que ce débat-là est posé. En fait, les pouvoirs publics, oui, doivent faire que l'offre soit suffisamment étoffée pour que chaque Français puisse choisir la manière dont il veut vieillir. Ça, c'est extrêmement important. Mais chaque Français doit aussi re-questionner le rapport qu'il a par rapport à son proche. Et comment est-ce qu'on accompagne au sein de la cellule familiale ou du voisinage. C'est quelque chose qui est vraiment qui n'est pas tranché. Et je crois que la crise de la Covid, elle a ouvert tout ce champ des possibles sur le questionnement des Français en lien avec le vieillissement. Il y a le débat, évidemment, des aidants, oui. Voilà, qui a émergé, donner un véritable statut. Les entreprises, d'ailleurs, s'engagent sur cette question, libèrent des heures. Certains se cotisent dans les entreprises. On a eu des invités. On rassemble des heures pour le donner à un salarié dont le papa est à l'hôpital, ils sont en soins palliatifs. Je crois que vous avez travaillé, me semble-t-il, dans des services de soins palliatifs, qui sont des services durs, difficiles. Comment on réinvente, comment on réécrit? Ce débat-là, il est devant vous. Et je dirais même posé sur la table des candidats à l'élection présidentielle. La question des aidants, elle est vraiment centrale. Sur ce quinquennat-là, il y a eu le congé proche aidant qui a été créé, 3 mois avec la possibilité d'accompagner pendant 3 mois son proche. Ça, c'est une première pierre. On doit aller encore plus loin. Dans le livre, je cite certains exemples de familles où vous avez, c'est là aussi la difficulté, des personnes qui partent en retraite, qui accompagnent leurs parents, leurs beaux-parents, et aussi qui aident leurs petits-enfants et leurs enfants parfois en difficulté financière. Et vous avez cette génération des 65-75 ans qui est vraiment pris en étau et qui sont des aidants, qui apportent une valeur ajoutée à la société, qui renforcent la solidarité de notre pays. Et c'est vers eux dont qu'il faut se tourner parce que ça sera eux les futures personnes dans une position de grand âge demain. Et je crois beaucoup que si on veut dénoncer les discriminations liées à l'âge, eh bien, il faut que ces personnes-là se saisissent du sujet, s'organisent, se mobilisent pour justement affirmer leur choix et revendiquer ce qu'ils veulent pour leur vieillissement de demain. On est quand même loin des sociétés asiatiques ou même de nos sociétés, de nos grands-parents ou des pays nordiques. Mais à l'époque de nos grands-parents, de mémoire, la grand-mère vivait dans la maison, on mourait chez soi. Ou chez des proches, ce qui aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, c'est de moins en moins le cas. Oui, alors la question de la mort... On finit à l'hôpital dans une tristesse souvent un peu terrible. Alors pas toujours, heureusement, mais effectivement, la question de la mort a vraiment été occultée, mise de côté après la Seconde Guerre mondiale. Et oui. C'est comme ça que d'ailleurs les EHPAD se sont retrouvés en dehors des villes, parce qu'on ne voulait pas voir qu'on vieillissait. Et pareil sur la question de la mort, il y a énormément de choses à travailler. Ce que je dis dans le livre, c'est, j'en suis persuadée, on a peur du vieillissement parce qu'on l'associe à la maladie et donc indirectement on l'associe à la mort. Et la crise de la Covid, encore une fois, a fait que chacun s'est questionné sur cette vulnérabilité et cette notion de finitude. Et ça a ouvert des débats au sein des familles et je pense qu'il faut vraiment rebondir là-dessus et traiter ces sujets-là. Avant de terminer, pour parler du CPF, qui sont des sujets un peu techniques, mais qui sont importants sur les formations, sur ces cadres qui auraient peut-être besoin d'être accompagnés pour aller au bout et de finir, je dirais, leur temps professionnel. Il y a quand même chez vous, au-delà des propositions précises, techniques,
La philosophie que vous développez, c'est quoi? C'est une philosophie de l'optimisme autour de la vieillesse. N'en ayez pas peur. Est-ce que c'est un peu ça que vous avez voulu nous dire? Ah oui, c'est n'ayez pas peur de vieillir et puis surtout assumez et revendiquez-le. Je crois que c'est extrêmement important que les personnes âgées, les personnes qui vieillissent ou même les futures personnes vieillissantes s'emparent du sujet. Personne âgée, hein. Oui, souvent j'ai dit, j'ai travaillé dans le vieillissement parce que j'avais une adoration profonde pour mes grands-parents. J'y pense aujourd'hui parce que ma maman vieillit et donc j'y pense. Mais en fait, demain, je me dis que mes enfants seront probablement centenaires. Oui. Demain, c'est 200 000 centenaires qu'il va falloir accueillir dans nos villes. En 2050, il y aura 200 000 centenaires. Et donc, j'ai envie que la longévité soit une super opportunité pour les enfants qui vont vieillir demain. Et je ne serai plus là pour le voir. Donc, j'ai envie que nos politiques publiques se changent et se rénovent. Avant d'arriver à CPF, je ne l'oublie pas, quand même, pour réussir à faire passer des réformes parfois douloureuses de financement de ce type de politique, dont on dit aux Français, c'est une forme de solidarité nationale, il faut faire un effort, là en l'occurrence sur cette journée de solidarité, peut-être bientôt demain une nouvelle journée ou une cotisation, je ne sais pas quelles sont les pistes sur la table. Il faut quand même d'abord partir par la philosophie et les mots, sinon ce n'est pas compris par les populations. Oui, alors clairement, moi, la journée de solidarité, une deuxième, une troisième... Vous n'y êtes pas favorable? Mais non, parce que l'augmentation de l'espérance de vie et le nombre de personnes âgées va tellement augmenter que dans ce cas-là, il ne faudrait plus de jours fériés. Donc ça ne me paraît pas possible et ni crédible. Donc il faut vraiment quelque chose, un système de financement. Une cotisation, comment on fait? Le débat n'est pas tranché pour le moment. Je crois que les prochaines échéances électorales feront qu'il faudra évidemment aborder ce sujet-là. Pour l'instant, c'est prématuré. Mais vous parliez du pouvoir des mots. Je crois que, justement, pour régler cette problématique de quelle place on laisse au vieillissement dans nos politiques publiques, eh bien, il faut ouvrir le regard sur ce qu'est vieillir. Et changer la sémantique, changer les mots, c'est extrêmement important parce que, indirectement, ça renvoie l'image que l'on veut laisser à ces personnes qui vieillissent. Et laisser libre, encore une fois, je le redis, parce que la liberté de choix. La liberté de choix. Tout à fait. Pouvoir travailler si on décide. Il y a des limites d'âge dans la fonction publique qui sont souvent terribles, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de continuer 1 ou 2 ans de plus. Elles leur disent terminé, limite d'âge, vous partez. Oui. C'est terrible. L'âge ne doit pas déterminer la valeur d'une personne, qu'elle ait 40, 50, 60, 70 ans. C'est vraiment le parcours individuel. Et la difficulté, c'est ça pour les pouvoirs publics, c'est d'intégrer cette notion d'individualité tout en menant des politiques collectives. Et le défi de demain, je pense que c'est celui-ci. On termine sur les politiques collectives. Là, au cœur de notre émission, on a souvent traité de cette question, notamment avec l'Association nationale des DRH, qui s'est beaucoup, je crois que vous les avez rencontrés et auditionnés, me semble-t-il, sur cette question des seniors. Ils sont engagés sur cette question et là aussi, ils mettent sur la table un certain nombre de propositions. Qu'est-ce que vous proposez pour que les entreprises, je ne sais pas, des malus, des amendes, des choses qui contraignent l'entreprise à ne pas faire des wagons de plans sociaux de plus de 55 ans, comme on le voit depuis 30 ans? Alors, je crois que non, la contrainte, j'y crois pas vraiment. Je pense qu'au contraire, il faut plutôt inciter. J'avais proposé un label diversité, un label senior friendly, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on met en avant justement une société qui accueille correctement, qui fait la promotion du tutorat intergénérationnel, qui mobilise, quel que soit l'âge, le CPF, vous parliez du compte professionnel de formation, ça me paraît extrêmement important et puis je pense que ça met en valeur aussi une politique RH d'une entreprise. Audrey Dufeu, il y a 2 types de seniors. Il y a ceux qui sont à la retraite et qui veulent continuer à apporter du mentorat, un accompagnement, aider des élèves. Ça, c'est ceux qui, je dirais, touchent leur pension. Mais je parlais, moi, de ceux qui, dès 45 ans, puisqu'il y a certaines normes cadres, où on nous dit à 45 ans, c'est fini. Oui. 50, c'est déjà la limite. Comment on fait pour changer ces mentalités? Est-ce que l'entreprise doit être incitée à les conserver? Parce qu'il faut bien un levier pour transformer ça. La difficulté, c'est que les leviers, ils sont facilement applicables dans les grandes entreprises où il y a une politique RH formalisée, il y a aussi des ressources. Le problème, c'est que 95% des entreprises, c'est des TPE et des PME où là, elles n'ont pas forcément les ressources. Et c'est pour ça que je parlais du changement de regard sociétal. C'est-à-dire que pour changer aussi les politiques de l'entreprise, il faut que le regard sur le vieillissement de manière très large, en dehors de la vie au travail, soit transformé et soit modifié. Donc c'est les 2 pôles que vous gérez. Il y a à la fois ce senior en fin de carrière, mais qu'il faut garder le plus longtemps possible s'il le souhaite, et puis avoir une image positive
de ceux qu'on a mis à la Mais retraite et qui sont des gens qui ont encore plein de choses à donner. Mais oui, parce que, encore une fois, en France, on veut enfermer les personnes sur la vie professionnelle et cette lien avec la performance économique. Sauf qu'un travailleur épanoui au travail, c'est probablement un bénévole le week-end, le soir, dans une association sportive ou de solidarité. Et je crois qu'en fait, il ne faut pas faire de frontières non plus. C'est une transformation sociétale au-delà de la vie au travail, au-delà de la vie en EHPAD. Il faut vraiment décloisonner l'ensemble de l'approche de l'avancée en âge. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce livre, hormis évidemment que le plus grand nombre de lecteurs et de lectrices puissent le découvrir, mais c'est quoi? C'est le prémisse de quoi, votre livre sur le vieillissement? Parce que quand même, dans le titre, à la croisée des projets, on y voit quand même la patte d'une femme politique. Vous êtes une femme politique. Ce livre, à la base, c'était simplifier et rendre accessible le rapport lors de ma mission gouvernementale. Que vous avez remis à Édouard Philippe. Que j'avais remis à Édouard Philippe, mais quelques jours avant la crise de la Covid. Donc du coup, je voulais vraiment en reparler et puis faire que les citoyens puissent se l'approprier. Parce qu'encore une fois, le combat contre l'agisme, c'est vraiment l'affaire de tous. Vous dites agisme, hein, c'est un mot que vous utilisez beaucoup dans le vocabulaire. L'agisme. Oui, discrimination liée à l'âge. C'est comme le sexisme. Voilà, non, mais c'est important. Le fait que vous l'utilisiez montre qu'effectivement, on rentre dans la catégorie des discriminations. On ne dit pas assez pour le vieillissement. Oui, tout à fait. C'est une discrimination comme une autre. Le problème, c'est qu'elle est invisible. C'est vraiment le venin du quotidien. Et c'est ça que je souhaite combattre, tout simplement. Lutter contre l'agisme. Et peut-être que vous le savez, il y a déjà eu des affaires qui sont allées jusque dans les tribunaux pour discrimination liée à l'âge ou au fait qu'on soit senior. Oui, je connais des avocats spécialisés sur ce créneau qui est encore un créneau de niche, très clairement. Parce que si les gens ne sont pas conscients eux-mêmes des discriminations qu'ils subissent, il y a la possibilité d'aller devant les tribunaux, c'est reconnu dans le code pénal, mais on doit vraiment dénoncer. Et puis l'idée, c'est pas de sanctionner. Encore une fois, c'est vraiment de transformer le regard et donner une image positive. Avant de nous dire au revoir, vous dites quand même à ceux qui nous regardent, si vraiment vous sentez que vous êtes discriminé, donc victime d'un agisme, n'hésitez pas à pousser la porte des tribunaux. Non, c'est ça que vous dites aussi. Oui, alors... Défendez-vous. Alors, bien sûr, si la discrimination est vraiment intolérable et doit être reprise par la loi, ça c'est clair, il faut le faire. J'ai envie de dire, surtout sur les discriminations du quotidien, l'agisme, le venin du quotidien dont je parle, c'est plutôt fédérez-vous, montez des associations, dénoncez et montrez comment, en vieillissant, on peut apporter des choses extrêmement positives. Je crois qu'on doit vraiment se regrouper autour de ça. Et vous me demandiez quel était mon combat politique, ça serait celui-ci. C'est celui-ci. De toute évidence, c'est celui-ci, il n'y a pas de doute. Vous avez pris des positions sur plein d'autres sujets, notamment les violences obstétriques, si je ne m'abuse, qui est un sujet éminemment important et sérieux. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, les violences obstétriques, il faut savoir que les femmes, dans la reconnaissance sur les filières de gynécologie, avec l'avancée en âge, sont souvent oubliées. Et je porte un amendement cette semaine, justement, à l'Assemblée nationale pour reconnaître des nouvelles techniques qui peuvent accompagner les femmes qui vieillissent dans l'épanouissement de leur sexualité, parce que là encore, il y a aussi beaucoup d'agisme. Merci pour les combats que vous menez, Audrey Dufeu, et notamment sur cette question de l'agisme, qui est un mot de vocabulaire un peu nouveau pour nous ici en France, mais que vous avez amené sur le devant de la scène. Dans ce livre, lisez-le, le livre d'Audrey Dufeu, députée de La République En Marche, vice-président de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée, députée de la 8e circonscription de Loire-Atlantique. Ça, c'est un clin d'œil pour ceux qui sont évidemment du côté de... Nazérien. Voilà, c'est Saint-Nazaire, puisque vous êtes originaire de Saint-Nazaire. Le vieillissement à la croisée des projets. Audrey Dufeu, Gilbert Béru, c'est un livre à la fois technique mais passionnant parce qu'il y a plein d'histoires humaines dans ce livre. C'est aussi des rencontres que vous avez faites avec des personnages, des personnalités. C'est votre livre et vous le portez et il vient de sortir. Merci de nous avoir rendu visite. À très bientôt. Vous reviendrez peut-être nous parler de la suite. Avec plaisir. De vos combats ou de votre combat. Merci en tout cas Audrey Dufeu. On termine notre émission avec un sujet qui peut intéresser une députée de la Commission des Affaires sociales, fenêtre sur l'emploi, et si les jeunes candidats avaient un peu de mal avec le français. Ça agace un peu Thierry Bismuth, il va nous en parler.